Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans la deuxième vidéo de cette série, j'ai expliqué que l'Europe était probablement l'endroit sur toute la planète où le travail humain était le plus productif. Or, dans le cas de la Russie, qui est en Europe, c'est tout le contraire. Comme nous allons le voir, en Russie, tout se combine pour appauvrir la population. Tout est plus difficile, éloigné, froid et coûteux. Commençons par dire qu'en Europe occidentale, l'océan n'est jamais très loin, ce qui a amené ces peuples à bâtir des économies qui étaient tournées vers l'Atlantique, alors que la Russie, elle, s'est développée en s'enfonçant en Asie, qui est un continent à l'aspect extrêmement massif. Les deux régions se tournent dos. Or, si les déplacements sont faciles et rentables sur la surface plate des océans, surtout si on utilise des voiliers, sur un continent, chaque déplacement est coûteux. Chaque kilomètre de route et de voie ferrée doit être construit et entretenu à grands frais. Dans le cas de la Russie, c'est d'autant plus vrai qu'il s'agit d'un pays gigantesque qui traverse 17 fuseaux horaires et couvre 17 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire presque autant que les États-Unis et le Canada réunis, qui sont les deuxième et quatrième plus grands pays du monde. Si la Russie est aussi vaste, c'est d'abord parce que les tsars et leurs héritiers communistes se sont battus pendant des siècles pour repousser les frontières des plaines indéfendables qu'ils habitaient, pour les faire coïncider avec des frontières naturelles comme la mer Caspienne, le Caucase, la mer Noire, les Carpates, la mer Baltique, les océans Arctique et Pacifique, la mer d'Okhotsk, la mer du Japon, etc. Pour pouvoir s'emparer de la Sibérie, les maîtres de la Russie ont cependant dû attendre que la révolution industrielle leur fournisse des armes à feu permettant de tuer à distance les cavaliers des steppes qui venaient régulièrement attaquer la Russie. Le principal problème auquel la Russie a dû faire face au cours de sa lente expansion territoriale, c'est le fait que la plupart de ses citoyens vivaient à l'ouest de l'Oural, alors que l'essentiel de la richesse du pays se trouvait en Sibérie. Il s'agit d'un problème qui encore aujourd'hui est difficile à résoudre, étant donné que les Russes refusent de s'exiler dans une région aussi inhospitalière si on ne leur donne pas de coûteuses primes d'éloignement. Beaucoup de ces colons finissent d'ailleurs par retourner vivre en Russie d'Europe dès qu'ils en ont la chance. Partout en Russie, l'État est obligé de lutter à la fois contre la nature humaine et contre la géographie. Alors que la Sibérie est la réserve naturelle de matières premières dont a désespérément besoin l'Asie surpeuplée, qui est située juste au sud de la Sibérie, les autorités russes n'ont jamais cessé de développer l'axe de sens Est-Ouest qui leur permettait de ramener en Europe les richesses de la région. Notons en passant que les Russes, qui sont des animaux tropicaux comme tous les êtres humains, ont conquis la Sibérie en se répandant sur une bande de peuplement de sens ouest-est située à l'extrême sud de leur territoire, c'est-à-dire très loin de l'océan Arctique et des gisements les plus riches de Sibérie. C'est dans cette bande de peuplement de sens est-ouest que les Russes ont construit les deux lignes de chemin de fer transsibériennes qui relient les principales villes de la région. Si cette localisation au sud a facilité l'implantation de colons russes en leur permettant d'utiliser les technologies développées en Russie d'Europe, elle a par contre le défaut de s'opposer au sens d'écoulement des principaux fleuves de Sibérie qui s'écoulent dans un sens sud-nord. C'est d'ailleurs pour faciliter l'exportation vers l'Europe des ressources transportées sur ces fleuves que les autorités russes ont aussi développé le passage du Nord-Est, qui est lui aussi un axe de sens Est-Ouest et qui, lui aussi, relie une foule de petites villes côtières. Remarquons que si le développement de la Sibérie a fait de la Russie une puissance essentiellement continentale, le pays possède malgré tout toute une des façades maritimes les plus longues du monde. C'est particulièrement frappant quand on compare la ligne de côte de la Russie avec celle beaucoup plus courte de la Chine. Notons qu'aucun autre pays nordique n'a développé une infrastructure arctique aussi élaborée et coûteuse. En fait, l'absence totale de villes non russes sur les autres rivages de l'océan Arctique a fait de cet océan un lac russe.
Sur ses autres frontières, la Russie possède très peu de ports qui soient libres de glace toute l'année ou presque. Il y a celui de Vladivostok, qui est situé sur la lointaine côte pacifique, celui de Saint-Pétersbourg, qui est situé au fond de la mer Baltique, et ceux de la mer Noire, dont Sébastopol. On raconte qu'un professeur d'histoire demandait autrefois aux étudiants qui lui présentaient une thèse sur l'histoire d'Angleterre « Avez-vous dit que l'Angleterre était une île ?» C'était une remarque judicieuse, étant donné que certains faits géographiques sont d'une extrême importance pour expliquer la situation géopolitique d'un peuple. En Chine, le mot qui caractérise le mieux le pays, c'est « beaucoup ». En Arabie, c'est le mot « désert ». En Russie, c'est le mot « froid ». En Russie, le froid ralentit tout et complique tout, ce qui fait que les Russes sont obligés de dépenser une portion importante de leur produit intérieur brut à lutter contre le froid, contre le verglas, contre la neige, contre tout ce qui se rapporte à ces choses-là. Les visiteurs étrangers sont souvent surpris de découvrir que les technologies russes sont beaucoup plus robustes et rustiques que les leurs. Les camions, les trains, les brise-glaces du Grand Nord, les hélicoptères, les avions, les routes, les ponts, les lignes de transmission électrique ont tous été conçus pour pouvoir résister au froid polaire. C'est même vrai de leurs engins spatiaux. En Sibérie, il est parfois impossible d'arrêter l'écoulement du pétrole dans certains pipelines à cause du froid extrême. Dans le passé, il est souvent arrivé qu'on doive abandonner un chemin de fer parce que ces continuels va-et-vient sur les rails avaient fait fondre le sol gelé qui le supportait. Dans le Grand Nord, quand on doit envoyer un ou deux techniciens pour réparer un équipement quelconque, c'est souvent toute une équipe qui doit les accompagner, soit un technicien, un cuisinier, un pilote d'hélicoptère, un mécanicien, un infirmier, etc. À ces coûts, il faut ajouter tous les coûts reliés aux accidents et aux blessures graves causées par les froids extrêmes. Au Québec, les Autochtones disent souvent qu'il est dangereux de sortir de chez soi passé 40 degrés Celsius. En Russie, il y a des endroits où la température peut parfois passer sous la barre des 50 degrés, et il existe même des régions, par exemple celle de la Kolyma, dans l'extrême nord-est de la Sibérie, où le mercure peut tomber sous les 60 degrés Celsius. Il y a d'ailleurs une chanson que tout le monde connaît en Russie, et dont le refrain dit « Kolyma, Kolyma, planète enchantée, l'hiver y dure 12 mois, tout le reste, c'est l'été. » Dans le Grand Nord, toutes les habitations doivent être équipées d'une cave qui s'enfonce à plus d'1,30 m sous la surface du sol, et d'un système de chauffage qui doit pouvoir fonctionner sans faille la majeure partie de l'année. Toutes les habitations doivent aussi être dotées de double toit, de double mur, de double fenêtres et de double portes. Tous les habitants doivent posséder 3 garde-robes différentes, une pour l'hiver, une pour l'été et une pour le printemps-automne. La nourriture également doit être plus riche et abondante que dans les pays chauds. En Russie, les coûts reliés à l'hiver sont si importants que pour les supporter, la plupart des compagnies minières se contentent d'exploiter les gisements les plus importants et les plus riches. Maintenant qu'on a parlé des énormes coûts que la géographie et le climat imposent au peuple russe, il convient de parler du fantastique gaspillage d'êtres humains qui provient de l'éternel mépris des dirigeants russes pour la vie de leurs compatriotes. Commençons par dire que si les Russes sont aujourd'hui très occidentalisés, il ne s'agit pas d'Européens comme les autres, étant donné qu'il s'agit d'un peuple qui n'a pas connu le monde gréco-romain, le Moyen Âge, les croisades, la Renaissance, la Réforme, les guerres de religion, les Lumières ou les longs débats intellectuels qui ont donné naissance à la démocratie moderne. Ce que les Russes ont par contre très bien connu, c'est l'extrême brutalité de leurs dirigeants autochtones ou étrangers qui n'ont pas cessé de les exploiter, de les brutaliser, de les asservir et de les massacrer pendant de longs siècles. Il est vrai que quand on habite un immense territoire plat, sans frontières naturelles comme la Russie,
chacun ressent le besoin d'avoir un État fort et une armée puissante qui soit capable de maintenir l'ordre. Malheureusement pour les Russes, rien ne suscite plus le mépris de la vie humaine qu'une dictature éloignée. À l'origine, la Russie a été créée par des Vikings venus de Scandinavie qui passaient par les fleuves de la Russie d'Europe pour aller vendre à Byzance des produits nordiques très recherchés comme des fourrures, de l'ambre ou des esclaves slaves. Vous noterez que le mot esclave vient du mot slave. Les tsars russes qui ont pris la succession des Vikings n'ont pas montré plus de respect pour la vie de leurs moujiks en les faisant massacrer par dizaines de milliers à chaque fois qu'ils faisaient la guerre. S'ils pouvaient se le permettre, c'était parce que les sols lourds de la Russie d'Europe, le fameux Tchernosium, étaient si fertiles qu'ils permettaient aux paysans russes de nourrir des familles nombreuses sur de tout petits lopins de terre. Quand, au début du 18e siècle, le tsar Pierre le Grand a décidé d'occidentaliser de force la Russie en fondant la ville de Saint-Pétersbourg sur la mer Baltique, il n'a pas non plus hésité à sacrifier la vie de 100 000 travailleurs pour la construire. Comme l'espérait Pierre le Grand, cependant, la seule présence de Saint-Pétersbourg a provoqué l'importation massive en Russie d'une foule de techniques et d'idées occidentales qui ont bouleversé de fond en comble une culture archaïque qui n'y était pas du tout préparée. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les tsars ont facilement pu se défendre contre les idées d'origine étrangère en exilant tout simplement en Sibérie tous les intellectuels et les dissidents qui osaient s'opposer à leur volonté. Un autre effet de l'occidentalisation brutale de la Russie fut de provoquer une augmentation notable de sa population. La croissance démographique du pays était alors si évidente que Dmitri Mendeleïev, le créateur du fameux tableau périodique des éléments, a pu calculer vers l'an 1900 qu'au rythme où ça allait, la Russie finirait par compter 800 millions d'habitants en 2050. Compte tenu de l'immensité de l'Empire russe qui avait déjà conquis la Sibérie, il était alors logique de penser que les maîtres du Kremlin allaient se servir de leurs énormes surplus de population pour peupler les territoires vides de l'Est. C'est effectivement ce qu'ils ont fait, mais d'une façon totalement improductive, en y déportant non pas des familles qui auraient pu y laisser des descendants, mais des centaines de milliers, puis des millions de prisonniers stériles qu'ils laissaient croupir en pure perte dans les camps de travail du goulag. Mendeleïev et ses contemporains étaient loin de s'imaginer que la Russie du XXe siècle allait connaître une histoire démographique aussi catastrophique. Le massacre a commencé avec la Première Guerre mondiale, dans laquelle s'est bêtement jeté Nicolas II, le dernier des tsars. On était alors tellement habitué à voir des vagues de soldats russes se lancer dans des attaques frontales sans tenir compte des pertes, qu'on parlait alors du rouleau compresseur russe. Malheureusement, cette façon d'attaquer a fait tuer et souffrir tant de Russes que cette hécatombe a été une des principales causes de la révolution bolchevique de 1917. Cette révolution, qui a commencé à Saint-Pétersbourg, a été lancée par des intellectuels communistes comme Lénine ou Trotsky, qui refusaient obstinément de comprendre comment fonctionnait vraiment aussi bien une économie industrielle que des travailleurs humains. Ces purs intellectuels, qui n'avaient jamais dirigé une entreprise digne de ce nom, avaient repris en vrac les idées les plus anti-économiques de Karl Marx, par exemple, l'idée voulant que le profit était toujours le produit d'un vol. Ce sont ces purs théoriciens qui ont imposé le communisme à une Russie paysanne qui ne possédait aucun des anticorps culturels que l'Europe occidentale avait développés depuis les débuts du capitalisme. Pour les Russes, des idées comme la démocratie représentative, la séparation des pouvoirs, les droits de l'homme, un journalisme libre ou la création de syndicats efficaces étaient encore des idées d'origine étrangère quand le communisme leur est tombé dessus. Comme les premiers dirigeants de l'URSS, Staline en tête, voulaient rattraper à toute vitesse les économies industrielles de l'Occident, ils se sont alors lancés dans une orgie de procès truqués,
de déportation et de massacres à la russe contre les supposés saboteurs de l'économie soviétique. En réalité, la plupart des ratés de l'économie soviétique provenaient du fait que le système récompensait l'obéissance aveugle plutôt que l'initiative, l'invention et le travail bien fait. L'incompétence des bolcheviks dans le domaine militaire était au moins aussi grande puisque selon leur propre propagande, 26 millions de Soviétiques auraient péri au cours de la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont pourtant gagnée. Leur mépris pour la vie de leurs soldats était tel que lors des assauts contre les positions allemandes, ils allaient jusqu'à poster des mitrailleuses derrière leurs propres hommes avec l'ordre de tirer sur tous ceux qui oseraient reculer. En bon assassin qu'il était, Staline a un jour déclaré « Quand un homme meurt, c'est une tragédie, mais quand 1 million d'hommes meurent, c'est une statistique. » Les paysans et les intellectuels ont été les principales victimes du système communiste. Les historiens modernes estiment en effet qu'entre 1917 et 1991, l'année de la chute de l'URSS, les différents régimes communistes du monde ont provoqué la mort d'une centaine de millions de personnes. Et on n'a pas parlé des dizaines de millions de descendants que ces victimes n'ont pas mis au monde. Comment s'étonner dans ces circonstances que la Russie urbanisée du 21e siècle connaisse un déclin démographique aussi rapide? Comme me l'a un jour dit avec dépit un jeune russe, au moins les nazis massacraient des gens qu'ils considéraient comme des étrangers, alors que chez nous, en Russie, ce sont des Russes que les dirigeants massacraient. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le communisme était un système économique basé sur la peur ressentie par la population, sur une corruption généralisée, sur le gaspillage des ressources du pays, sur le vol systématique des technologies occidentales, sur le pillage de pays étrangers, tant en Europe de l'Est que dans les 14 républiques non russes de l'URSS, et surtout sur l'esclavage de dizaines de millions de prisonniers qu'on faisait travailler gratuitement dans les forêts et les mines de Sibérie. À long terme, l'héritage peut-être le plus coûteux du communisme a probablement été le fait qu'il encourageait la paresse et la négligence des travailleurs, dont une partie de la production était tout juste bonne à être jetée aux ordures. On imagine le dommage que tout cela a pu causer aux environnements naturels de l'URSS. En Asie centrale, par exemple, la mer d'Aral a presque complètement disparu parce que les planificateurs communistes avaient détourné les eaux des rivières qui l'alimentaient pour faire pousser des champs de coton. Maintenant qu'on a parlé des coûts reliés aux problèmes internes du pays, il convient de parler des coûts également énormes de l'armée russe, des coûts qui réduisent de beaucoup le niveau de vie du peuple russe. Il est bon ici de rappeler qu'il faut toujours que des entrepreneurs privés produisent des profits pour que l'État qui les gouverne puisse en dépenser une partie pour faire fonctionner le pays. Comme la Russie a 14 voisins dont beaucoup ne l'aiment pas, elle est obligée d'entretenir en permanence une armée particulièrement nombreuse et bien équipée. Évidemment, comme la Russie est une puissance continentale, ses armées doivent régulièrement dépenser des fortunes pour se déplacer d'une frontière à une autre. Dans certains cas, l'immensité du pays s'est cependant révélée être un avantage, notamment quand un ennemi puissant entreprenait de l'envahir, car les stratèges russes pouvaient alors gagner du temps en reculant sur des centaines de kilomètres en attendant que l'hiver, le général hiver, ne vienne affaiblir et immobiliser l'agresseur. Quand cela s'était produit, les stratèges russes n'avaient qu'à profiter de la dureté de leur peuple pour lancer une contre-attaque d'hiver massive. C'est la stratégie qu'ils ont utilisée avec un énorme succès contre Napoléon et Hitler. Un autre exemple des avantages que procure un territoire aussi immense a été donné pendant la guerre froide, où les autorités russes ont publié de fausses coordonnées pour plusieurs de leurs villes, de façon à ce que d'éventuelles bombes atomiques frappent des vallées inhabitées. En dépit de ces réels avantages, la Russie est finalement assez mal foutue au point de vue stratégique, puisqu'elle n'a nulle part un accès facile aux océans libres de glace.
les sorties de l'océan Arctique sont peu nombreuses et difficiles d'accès. Bien sûr, la Russie a depuis longtemps développé une flotte de sous-marins nucléaires capables de passer sous les glaces de l'Arctique, mais il s'agit d'un pis-aller, compte tenu de la fermeture naturelle de l'océan en question. Quant à ses ports sur la mer Baltique et sur la mer Noire, ils sont tous contrôlés par des détroits dominés par des puissances hostiles. Enfin, le port de Vladivostok sur le Pacifique est extrêmement éloigné des grands centres de population russes, tout en étant dangereusement proche de ceux de la Chine. Parlons maintenant du conflit latent qui finira un jour par opposer la Russie à la superpuissance montante qu'est devenue la Chine. Il s'agit d'un conflit auquel la Russie se prépare depuis plus de 2 siècles en développant la Sibérie dans un sens est-ouest qui aboutit en Europe, plutôt que dans un sens nord-sud qui favoriserait la Chine. Si la Chine actuelle cherche à développer la route de la soie qui passe par l'Asie centrale et la route de la soie qui passe par la mer de Chine du Sud et par le détroit de Malacca, c'est parce que ses dirigeants cherchent à diversifier au maximum leurs sources de matières premières. Or, il suffit de regarder une carte du monde pour réaliser que la Sibérie, qui est située juste au nord de la Chine, contient toutes les matières premières dont cette dernière aurait besoin pour poursuivre son expansion. Si les Russes ne possédaient pas un impressionnant arsenal nucléaire, l'idée de s'emparer de la Sibérie par la force ne devrait pas être difficile à réaliser pour une superpuissance comme la Chine, étant donné que les Russes de Sibérie orientale sont environ 8 millions, alors que les habitants du nord-est de la Chine sont plus de 100 millions. De plus, comme nous l'avons dit, Vladivostok, le grand port russe sur le Pacifique, est si proche de la Chine qu'il est pratiquement indéfendable. Comme les Chinois sont conscients et qu'ils pensent à long terme, ils ont profité du récent conflit en Ukraine pour lancer le développement massif d'une île située sur le fleuve Amour, tout près de la ville russe stratégique de Khabarovsk, dans l'intention évidente d'avoir un solide pied à terre si jamais l'opportunité se présentait pour eux de s'emparer du sud-est de la Sibérie. La situation stratégique dont la Chine a hérité à la sortie de l'ère coloniale est si mauvaise qu'il est certain que la possession de la Sibérie joue et jouera un rôle important dans la géopolitique mondiale au cours du 21e siècle. Pour commencer, la région russe comprenant Khabarovsk et Vladivostok fait barrage et empêche la Chine d'avoir un accès libre et direct à la mer du Japon. D'autre part, le fait que la Russie contrôle la Sibérie et ses ressources empêche les Chinois d'avoir accès au détroit de Bering, au passage du Nord-Est et surtout à l'océan Arctique avec toutes ses richesses. Il est difficile d'imaginer l'ampleur du déséquilibre géopolitique mondial que créerait la conquête par la Chine de la Sibérie. Bien sûr, la Russie possède certaines cartes maîtresses dans son jeu. Premièrement, si la Chine devait attaquer la Russie, cette dernière la verrait venir de loin, étant donné que les armées chinoises seraient obligées de progresser vers l'ouest en utilisant les infrastructures russes de sens est-ouest de la Sibérie. Une attaque de cette sorte, en plus de provoquer une levée de boucliers partout sur la planète, permettrait aux Russes de couper les communications de l'armée chinoise en bombardant ses arrières avec des bombes atomiques. Il est en effet peu probable que les Chinois se lanceraient dans une guerre nucléaire tout azimut qu'ils perdraient si des armes nucléaires étaient utilisées contre ces armées en Sibérie plutôt qu'en Chine. Deuxièmement, il faut tenir compte du fait que la Chine brutalise ouvertement ses minorités de Mongolie intérieure, du Xinjiang et du Tibet, notamment en organisant une immigration massive de Chinois Han qui vise à les rendre minoritaires dans leur propre patrie. Ces agressions effraient les petits peuples autochtones de Sibérie et de Mongolie extérieure qui préféreront toujours être dominés par une Russie en déclin démographique plutôt que par une Chine aux instincts aussi clairement génocidaires. Il faut donc s'attendre à ce que l'immense Mongolie continuera à jouer pendant très longtemps son rôle traditionnel d'État tampon entre la Russie et la Chine. Troisièmement, la population du nord-est de la Chine est en déclin rapide et quitte la région en masse
pour se diriger non pas vers le nord, mais vers le sud. Il faut croire que ces colons, qui sont arrivés dans la région il y a moins d'un siècle, n'aiment guère se geler les doigts maintenant qu'ils sont devenus prospères. De toute façon, les Chinois n'ont jamais cherché à coloniser la Sibérie. Leur instinct naturel a toujours été de rester derrière leurs grandes murailles et de se contenter de faire du commerce avec les tribus sibériennes. Pour terminer, je ferai remarquer à quel point l'Occident est mal avisé de vouloir détruire, affaiblir ou diviser la Russie en armant ses cousins ukrainiens. Les États-Unis n'ont absolument aucun intérêt stratégique à défendre en Ukraine, étant donné qu'ils sont une puissance maritime, alors que la Russie est une puissance essentiellement continentale. Leur affrontement, qui dure depuis 1945, ressemble à celui qui opposerait un éléphant à une baleine. Il n'a aucune raison d'être. Les deux États ont des natures et des intérêts tellement complémentaires que le simple bon sens dit qu'ils devraient collaborer plutôt que de s'opposer bêtement comme ils le font actuellement. De toute façon, à qui profiterait l'éclatement de la Russie? À la Chine, bien sûr, dont nous reparlerons des graves problèmes intérieurs dans la 4e vidéo de cette série. Si vous avez aimé la présente vidéo, donnez-lui le pouce en l'air, recommandez-la à vos amis, abonnez-vous à ma chaîne et lisez mon livre si vous voulez en savoir plus sur les lois qui gouvernent la géopolitique. À la prochaine!